Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Olivier Saubert, le directeur général de Fahine Ascenseurs France, membre de la communauté Les Entreprises s'engagent. Il nous expliquera comment le secteur cherche à réduire son empreinte énergétique. Le débat de ce Smart Impact qui sera consacré aux innovations de la filière des emballages alimentaires avec les travaux de recherche de la chaire COPAC de l'école Agro Paris Tech. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Neptune Éléments et sa filière d'algues alimentaires, des ascenseurs, des emballages, des algues. C'est varié, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Olivier Saubert. Bonjour. Bonjour Bienvenue, Thomas. vous êtes le directeur général de Fahine Ascenseurs France et membre de cette communauté Les Entreprises s'engagent dont Bismart est partenaire. Depuis quand êtes-vous membre de la communauté et puis surtout pourquoi vous l'avez rejointe? Alors je suis membre depuis 2020, c'était l'année du Covid, l'année où j'ai pris la direction générale de l'entreprise et je l'ai rejoint un peu par hasard parce qu'on était très engagés quand j'ai repris l'entreprise, on s'est appuyé beaucoup sur l'apprentissage des jeunes, et notamment, comme on est dans le 93, de jeunes de quartier. Ouais. Et la DRIET, la direction du travail, nous a identifiés et on a reçu un trophée par Elisabeth Borne, qui était ministre du Travail. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Les Entreprises s'engagent. Et alors le principe, on le rappelle, même si comme on est partenaire, on a régulièrement les entreprises qui sont membres de la communauté, mais l'idée c'est de faire travailler ensemble les entreprises, les administrations, les collectivités locales qui se parlaient peut-être pas suffisamment auparavant. C'est ça. Comment ça se passe ? Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un maillage territorial. Il y a des clubs, je crois, dans chaque département quasiment. Comment ça se passe chez vous, en Seine-Saint-Denis ? Alors, ça se passe très bien. Et c'est ce que vous avez dit, c'est qu'on a la chance de pouvoir réunir les administrations, les entreprises, avec un même enjeu qui est celui de l'engagement. Et en fait, on se rend compte que tous les entrepreneurs sont engagés. Au moins un entrepreneur fait un stage pour un troisième ou un apprentissage, etc. Et dans cette association, dans ce club, on va pouvoir nous permettre de voir tous les engagements qui sont possibles. Moi, par exemple, on avait commencé par l'apprentissage, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'achat inclusif, qu'on pouvait travailler sur le handicap, travailler sur la sobriété, ainsi de suite. Et on rencontre donc tout l'écosystème des associations ou des administrations qui peuvent nous aider à cheminer vers plus d'engagement et donc à se fixer une nouvelle feuille de route. Et donc c'est ça qu'on accompagne. Et l'intérêt, c'est que soit on participe au club, on vient dans les réunions, soit il y a un site internet qui est très bien fait et vous cochez vos engagements et du coup vous suivez votre feuille de route. Fahine Ascenseurs France, qui est membre actif de la Fédération des ascenseurs, avec évidemment des enjeux de RSE. Et je voudrais qu'on se concentre sur l'empreinte énergétique. Alors, comment on réduit l'empreinte énergétique d'un ascenseur? Voilà, question de Béotien. Sacrée question. Alors déjà, on propose au marché des solutions de modernisation. Alors il faut savoir que 25% du parc d'ascenseurs en France a plus de 40 ans. 50% du parc a plus de 30 ans. Donc on est sur contrairement au parc d'automobiles qu'on croise au quotidien, l'ascenseur c'est quelque chose qui vieillit. Et lorsqu'on modernise un ascenseur, on va pouvoir réduire sur le terme des consommations énergétiques de 70%. Mais comment ? Consommation. Parce qu'on va travailler sur des moteurs avec des réducteurs, on va travailler sur des armoires de commande qui sont moins énergivores, sur de l'éclairage, sur plein de choses. Alors c'est une petite goutte d'eau sur la copropriété, mais ça a de l'impact. C'est ces petites gouttes d'eau qui vont permettre. Et surtout, on embarque avec nous d'autres enjeux. On embarque avec nous les enjeux de vieillissement de la population. Parce qu'un Français sur 3 va avoir plus de 60 ans en 2035. Il faut mieux avoir des ascenseurs qui fonctionnent. Vous avez tout à fait compris. Donc c'est pour ça qu'on pousse beaucoup sur ces idées. Justement, parler des copropriétés, c'est un investissement important de rénover un ascenseur. Est-ce qu'il y a forcément une logique de rentabilité parce que les économies d'électricité sont pas dingues, quoi. On est d'accord, c'est pas le payback, vous n'allez pas le faire là-dessus, mais plus vous tardez, plus vous prenez le risque d'avoir des frais qui vont augmenter, des pièces détachées qui sont moins disponibles, donc des temps d'arrêt et d'indisponibilité qui sont longs. Donc il faut programmer ça, c'est ce qu'on fait tous les acteurs de l'ascenseur avec nos clients pour programmer ces investissements dans le temps. Et dans le neuf, on a beaucoup progressé sur quand on installe des nouveaux ascenseurs. Aujourd'hui, parce que je sais qu'ils sont classés en fonction
fonction de leur consommation, c'est ça, d'énergie. Et donc, on a vraiment progressé. On a vraiment progressé, si bien qu'on propose sur le marché, Fein, mais d'autres entreprises, on propose des ascenseurs qui ne consomment plus rien parce qu'ils sont branchés sur des panneaux solaires. Voilà, donc pour vous dire qu'on peut arriver à ça. Ouais. Et puis après, on va travailler aussi beaucoup sur le réemploi des pièces, sur le recyclage des ascenseurs et sur le réemploi des pièces d'ascenseurs existants, mais aussi sur la conception des nouveaux ascenseurs. Ouais. Fein, c'est une entreprise espagnole, c'est ça? Voilà, c'est un groupe espagnol, indépendant, familial, et qui est en France depuis une dizaine d'années et qui se développe bien parce qu'on fait de la qualité de service, on essaye de faire de la proximité, de la réactivité et des bons conseils. Ces enjeux justement de sobriété énergétique, ils sont apparus quand dans une entreprise comme celle-là? Parce que c'est peut-être pas le secteur qui s'est penché sur... Je sais pas, ma question n'est pas orientée, mais c'est peut-être pas le secteur auquel on pense spontanément pour se dire, il faut absolument faire des économies ici, quoi. Ça fait une vingtaine d'années que le secteur y réfléchit et qu'on essaye de faire gagner des mètres carrés par des ascenseurs qui prennent moins de place. Et forcément, avec l'efficacité des machines qu'on conçoit, c'est des choses qu'on a mis en avant très rapidement, que les marques ont mis en avant très rapidement. Alors, puisqu'on parle de RSE, je voudrais qu'on se passe quelques minutes sur le S, la question de la responsabilité sociale et sociétale, et notamment sur la politique de recrutement inclusif. Vous l'avez un peu évoqué via votre engagement dans la communauté Les Entreprises s'engagent, mais pour une entreprise comme la vôtre, quelles actions concrètes vous menez? Alors nous, on essaye de travailler avec les quartiers pour faire venir des jeunes à l'emploi, donc leur faire découvrir d'abord par des stages de 3e, de seconde, le monde de l'ascenseur, le monde de l'entreprise, les faire sortir de leur horizon, et puis ensuite de proposer des formations initiales d'ascensoristes. On est un métier en tension, on recherche 1500 ascensoristes par an sur toute la France, toute la profession, et donc on a beaucoup travaillé sur ça. Ça, c'est en train de bien fonctionner, de bien prendre. Mais on essaye aussi, là, depuis plus récemment, parce qu'il faut quand même beaucoup de volume, on essaye aussi de travailler sur les publics en reconversion. Donc des personnes plus âgées, c'est ça? Des personnes plus âgées qui ont passé 25-30 ans, qui sont sur d'autres professions, ou des immigrés, ou des réfugiés, qui ont des compétences clés et qu'on va pouvoir mettre à profit sur l'ascenseur, pas forcément pour être technicien de maintenance, mais pour être technicien de réparation ou technicien de montage. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, vous êtes à l'origine d'une nouvelle formation en quelque sorte? C'est ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place tout à fait cette année, et notamment c'est les entreprises s'engagent qui m'ont permis de rencontrer les bonnes personnes. On essaye de trianguler entre la fédération qui va mutualiser des ascenseurs, donc qui va mutualiser des besoins de plusieurs PME ou de majors, de grandes entreprises, pour proposer des postes, des formations. Un pôle de formation sur l'Île-de-France, je vous donne cet exemple, qui s'appelle l'AFORP, et qui est le pôle des industries de la métallurgie, et des entreprises d'inclusion. Et ensemble, on essaye de créer des parcours de formation. Donc l'objectif, on est en plein dedans, c'est de le lancer en 2025, pour pouvoir accueillir donc, ces publics en reconversion, et donc que tout le monde en bénéficie à la fin. Un dernier mot pour parler de la qualité de vie au travail. Fein Ascenseur France et Great Place to Work pour la 2e année consécutive. Tout à fait. Je vois votre sourire. Bon, évidemment, c'est quelque chose d'important pour une entreprise surtout et pour un secteur qui cherche à recruter. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quels efforts vous avez dû faire? Tiens, c'est peut-être ça la question pour le rester en quelque sorte et peut-être pour progresser aussi. Et l'intérêt de ces labels, c'est que vous avez une enquête qui est menée auprès de vos salariés et qui va faire ressortir. Alors, si vous avez le label, c'est que vous bossez déjà pas mal, mais vous allez avoir des axes d'amélioration. Donc on a bossé sur des axes d'amélioration pour retenir nos talents et en attirer de nouveaux. Alors c'est des choses simples comme mettre en place de l'intéressement, de la participation, travailler, donc partager les bénéfices de l'entreprise, travailler avec le CSE pour donner des avantages aux collaborateurs. Et puis toutes ces démarches d'inclusion qu'on va essayer d'offrir aussi, c'est-à-dire quand vous êtes collaborateur, vous pouvez faire du mentorat, vous pouvez accueillir un stagiaire, etc. Ben ça ouvre aussi, on n'est pas que sur le projet économique de l'entreprise, mais on essaye de donner du sens à tout ce que fait l'entreprise. Un dernier mot sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui est souvent un département sous-doté, notamment en services publics, etc., et peut-être surdoté, si j'ose dire, en taux de chômage. Est-ce que ça vous rend le recrutement plus facile? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ou est-ce qu'au contraire, finalement, on a des populations qui sont éloignées de l'emploi et qu'il est difficile de convaincre de venir? On a un terrain qui est hyper favorable pour recruter, dénicher des talents. Alors, c'est un parcours du combattant, mais il y a tellement de belles énergies, des gens qui nous permettent de détecter ces talents-là. Après, le taux de réussite n'est pas de 100%, mais déjà, quand vous allez avoir 50% des jeunes que vous avez formés, que vous gardez
gardés en CDI longtemps parce qu'ils s'éclatent, ils ont trouvé leur voie, c'est une réussite. Et la Seine-Saint-Denis, c'est plein d'exemples comme ça. J'ai plein d'entrepreneurs autour de moi, dans les entreprises s'engagent, ou des associations d'insertion qui nous donnent la banane et qui nous donnent envie d'avancer tous les jours. Et ben voilà, merci beaucoup Olivier Saubert et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la réduction de l'usage des emballages alimentaires. Le débat de ce Smart Impact avec Sandra Domenech, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la chaire Copac à AgroParisTech et Juliette Franquet, bonjour. Bonjour. Directrice de Zero Waste France. Allez, on commence par une présentation de cette chaire Copac, Sandra Domenech. Quand, pourquoi a-t-elle été créée ? Merci beaucoup. La chaire Copac est en fait une chaire de mécénat qui est portée par la Fondation AgroParisTech et qui était née sur un constat que si on voudrait avancer vers l'économie circulaire de systèmes de distribution des denrées alimentaires, et notamment de l'emballage, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, il va falloir qu'on fédère tous les acteurs de cette chaîne de valeur, qu'on leur propose un espace neutre pour échanger afin que tout le monde puisse dire ses contraintes. Et donc, elle a été créée il y a 2 ans avec cet objectif. Ouais. Et l'idée, c'est de faire, alors j'ai lu ça, de la recherche pré-compétitive. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les résultats seront accessibles à tous ? C'est quoi le principe, en quelque sorte ? Oui, vu que c'est une chaire de mécénat, on a une obligation aussi. Donc, pré-compétitif, ça veut dire que nos partenaires mécènes n'ont pas le droit d'utiliser les résultats à des fins commerciaux. Ils doivent absolument les communiquer au plus grand nombre. Donc l'idée, c'est vraiment d'innover, de trouver, de chercher des nouvelles solutions, notamment en matière d'emballage alimentaire. Juliette Franquet, Zero Waste France, c'est une association qui lutte contre le gaspillage, qui promeut une consommation responsable. Votre avis sur les innovations, est-ce que c'est vraiment une piste importante pour se passer des emballages ou les rendre plus recyclables, dans cet ordre-là ? Alors, c'est un vaste sujet, mais effectivement, nous, on craint, en tant qu'association de protection de l'environnement, un peu des innovations technocentrées qui vont essayer de réinventer la roue, et on appelle à de la sobriété. Et dans le cadre des emballages, on aime toujours à rappeler que l'important, c'est la réduction. Et du coup, effectivement, le vrac et la consigne, la réutilisation, ça permettra de réduire l'impact environnemental qui est essentiellement issu de la production de l'emballage. Après, il peut y avoir des innovations de procédés, il peut y avoir des innovations sociales, tout dépend de ce qu'on appelle innovation. Oui, bien sûr. Vous travaillez la suppression des emballages, ça fait partie des pistes de recherche de la chaire Copac ? En effet, on a un projet qui va concerner la suppression des emballages dans le circuit logistique. Il faut savoir que quasiment 50% des emballages ne sont pas vus par le client. Et donc, on a décidé de s'attaquer d'abord à ce gisement-là. Et donc, avec des premières pistes, parce qu'on en est au début, on l'a bien compris, ça fait 2 ans que cette chaire existe. Donc, c'est un peu trop tôt pour le bilan, mais il y a vraiment des pistes intéressantes. On a commencé des instructions sur le terrain et on se rend compte qu'il y a plein de petits empêchements qui permettent aux acteurs, même s'ils le souhaitent, d'aller plus loin. Donc il y a des problématiques d'ergonomie, par exemple, pour les travailleurs dans les entrepôts. Il y a des problématiques qu'on n'avait pas su avant. Typiquement, on a un objet en carton et même si ça n'a été écrit nulle part, les travailleurs vont l'utiliser et si on l'enlève, ils n'auront plus de quoi réaliser les tâches qu'ils avaient prévues. Et donc, tous ces petits empêchements-là font que c'est un peu compliqué à avancer parfois. Et ensuite, il y a des grands sujets, traçabilité, lavage, transport de retour. Comment est-ce qu'on peut faire organiser le système afin qu'il fonctionne et que l'impact général soit plus faible de ce qu'on avait avant. Juliette Franquet, c'est vraiment un changement d'état d'esprit, enfin de conception même de ce qu'est la logistique et le commerce, finalement, ce vers quoi on doit aller. Oui. Parce que revenir au vrac, c'est pas si simple. Non. Alors, il faut rappeler que ça fait seulement quelques décennies qu'on n'est plus au vrac. Qu'on a construit une société du tout jetable. Vous avez raison. Je ne veux pas être passéiste, mais sur l'histoire de l'humanité, ça ne fait pas tant de temps que ça. C'est vrai. Et c'est, par exemple, le plastique, auquel on pense souvent dans le cas des emballages, ça date des années 50. Aujourd'hui, il y a un consensus sur la pollution environnementale catastrophique à la fois du plastique et du tout jetable. Donc, oui, il faut changer les procédés qu'on a eus depuis quelques dizaines d'années, mais c'est une nécessité pour l'impact environnemental.
il faut se réorganiser, il faut réorienter les investissements, il faut repenser les choses. Mais il y a plein de filières qui sont en train de se construire en France, qui développent des emplois locaux non délocalisables. Donc c'est aussi une opportunité pour certains acteurs économiques et c'est bien meilleur pour la planète. Vous avez publié, je crois que c'était au mois de février, un bilan de la loi AGEC, la loi anti-gaspi pour une économie circulaire. On est au cœur des enjeux dont on parle ici. C'est une loi dont moi je parle souvent dans cette émission, parce que je vois que ça a quand même été un levier de transformation. Comment vous évaluez son bilan ? Alors encore une fois, nous, à notre place, on est une association environnementale. Donc notre prisme, c'est l'urgence écologique en lien avec les enjeux socio-économiques. Et on constate que quelques années après, cette loi n'a pas du tout tenu sa promesse. Bien entendu, ça a été un peu un premier pas. Ça a donné des trajectoires, ça a instauré des obligations. Oui, il y a des filières qui se sont créées. Il y a des filières qui se créent, mais pas du tout assez vite. D'accord. Au vu de l'urgence écologique à laquelle on fait face. Et donc c'est là où nous, on rappelle que y a certaines lois qui ont été un peu sabotées par des décrets moins bien appliqués. Il y a certaines industries qui se battent aujourd'hui justement pour pas changer de modèle économique. Et du coup, nous, on est face à ces industries pour rappeler que l'intérêt général veut que ces changements se fassent et le plus vite possible. Et après, il y a des lois aussi qui n'avaient même pas besoin de décret, qui étaient censées s'appliquer directement, qui ne sont pas respectées et il n'y a pas de contrôle. Donc là, on tombe aussi dans un enjeu démocratique. On se dit, si à partir du moment où on est tous d'accord qu'il faut réduire les déchets, qu'on fait des lois pour ça, mais qu'elles ne sont pas respectées, qu'elles ne sont pas appliquées et qu'on continue à produire plein de déchets, on va un peu dans le mur quand même. De quelle loi vous parlez ? Là, par exemple, la loi AGEC, on parle souvent la vaisselle réutilisable dans la restauration. Ça, nous, on a fait des enquêtes de terrain et pourtant, on n'est pas des contrôleurs de l'État, mais on est allé dans 300 établissements fast-food. Il y en a plus de la moitié qui ne respectent pas la loi. Et qui ne sont pas sanctionnés pour l'instant. Qui ne sont pas sanctionnés. On verra s'ils le sont dans les mois à venir. Et du coup, excusez-moi, mais ce qui est important, c'est que respecter la loi, ça devient un contre-avantage compétitif. Et ce qui est malheureux, c'est que cette loi AGEC, justement, elle lançait un premier pas. Il y a certaines filières qui se créent. Mais il y a des acteurs aujourd'hui qui disent en fait, si je ne respecte pas la loi, je n'ai pas d'amende et je continue à vendre. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est très grave. Il y a vraiment un enjeu démocratique. Je reviens aux innovations que propose la chère Copac. Alors, il y a plusieurs exemples. Il y a notamment le projet Océan. Vous parlez d'emballage minimaliste. De quoi il s'agit ? Oui, donc ça... C'est un projet qui, justement, ne se passe pas en Europe. On travaille ensemble avec une ONG qui développe une lutte contre la malnutrition infantile. Et dans ce cas-là, on est en phase d'emballage des aliments en unidose. Donc en Europe, on ne connaît pas ce type d'aliments, mais ce sont souvent des petits sachets qui sont vendus pour des populations très pauvres. Et ce déchet-là, lui, il finira n'importe où parce qu'on est sur des pays qui n'ont pas de traitement de déchets. Donc là, on va venir développer quelque chose qui peut peut-être ressembler à notre cagette de fruits et légumes. Donc, ce type d'aliment a deux vies. Une vie lors du circuit de distribution, où il faut être protégé, et une deuxième vie chez le client, qui est souvent très, très courte. Donc, l'emballage minimaliste sera celui qui sera donné chez le client, et on va le rendre biodégradable dans un milieu peu contrôlé, de manière à ce qu'il ne contribue pas à une pollution déjà ambiante. Autre projet, j'adore les noms de vos projets, le projet Lichen. Alors, c'est quoi le projet Lichen ? Ça, c'était justement notre projet pour réduire l'emballage dans les circuits logistiques. Les circuits logistiques dont vous parliez. Oui, dont j'avais parlé. D'accord. Donc, première cas de figure était là la distribution du pain surgelé. Du pain surgelé. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment sur des cas d'école très concrets, c'est ça ce que je comprends. Je pense que c'est notre originalité. Donc, on essaye de trouver avec les acteurs sur le terrain les solutions qui sont adaptées pour eux, parce que chaque terrain, chaque acteur est différent. Et c'est ça aussi qui fait un peu la difficulté de cette transition-là, c'est qu'elle est faite d'énormément de cas particuliers. Et nous, on cherche en fait à généraliser, à développer des outils pour que tous ces cas particuliers puissent avancer plus vite. On est à 2 mois et demi des élections européennes. Il y a beaucoup de Français qui pensent que ce qui se passe à Bruxelles ou à Strasbourg n'a aucun impact sur notre vie quotidienne. Évidemment, c'est complètement faux. Je vais prendre un exemple. Le 4 mars dernier, les États membres de l'UE et le Parlement européen ont signé un compromis sur le thème dont on parle, sur les emballages, prévoit une restriction de l'utilisation de polluants éternels. Alors, c'est intéressant parce que si on lit la décision comme ça, on se dit
tiens, c'est un super progrès. Évidemment, le diable se niche toujours dans les détails. Qu'est-ce qui manque en fait à cette décision ? Alors, en quelques minutes, ça va être très compliqué parce que c'est Une à la minute fois... même. Une minute Ouais. Alors là, Joker, il manque beaucoup de choses. Enfin, encore une fois, c'est très bien qu'on s'attaque à ce problème, mais on ne va pas assez loin. Et là, le règlement emballage, d'une manière générale, il aurait dû être sur la réduction. Et on parle encore beaucoup trop de recyclage, en tout cas à notre goût. Et les pollutions, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé, ne sont pas du tout assez prises en compte. Il y a trop de dérogations, c'est ce que j'ai lu aussi en préparant l'émission. Ah oui, alors c'est une des choses. Il y a plein de dérogations. Et puis nous, on appelle aussi à ce qu'il y ait beaucoup de contrôle, quoi. Enfin, ces polluants éternels, ils sont partout, à la fois à la production et ensuite. Et c'est dramatique l'impact qu'il y a pour notre planète. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ces ambitions en matière de réduction des emballages alimentaires. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec Victoire de la Paz, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Neptune Éléments, créée en 2021 avec Cécile Bury. C'était quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Alors nous, Neptune Éléments, on est une entreprise qui est pionnière dans la culture de macroalgues, qui aujourd'hui est très rare, puisque la culture de macroalgues, ça représente que 4% de la production annuelle française d'algues. Attention à bien distinguer aussi les macroalgues des microalgues. Les macroalgues, c'est vraiment les végétaux marins que vous allez pouvoir voir à l'œil nu sur les plages, à l'inverse des microalgues qui sont invisibles à l'œil nu. Et nous, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé vraiment dans l'algoculture? En fait, on est parti de constats assez terrifiants avec mon associé Cécile. C'est qu'en 2050, on sera 9 milliards de personnes à nourrir sur Terre et qu'aujourd'hui, on a des méthodes de production d'alimentation qui sont plus du tout viables pour nourrir cette population. On produit 97% de notre alimentation sur 30% de l'espace laitaire qui sont donc saturés, alors qu'à côté, on a les océans qui représentent 70% de la surface de la planète. Et dedans, il y a une ressource absolument exceptionnelle. Cette ressource, c'est l'algue, qui est à la fois incroyable pour l'homme et pour la planète. Donc l'idée, c'est de cultiver, de produire ces macro-algues pour en faire quoi? Alors concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récolter et on va cultiver des algues de manière innovante en Bretagne pour pouvoir répondre à une demande croissante. On répond notamment à des besoins pour des industriels de l'agroalimentaire ou encore de la nutraceutique ou de la cosmétique. Initialement, c'est vrai qu'on avait aussi lancé une marque, mais qui est une marque vitrine, Neptune Éléments, en 2021. On avait notamment proposé des algues à saupoudrer. Là, l'objectif, c'était vraiment d'initier le consommateur aux algues, mais c'était aussi de montrer un exemple d'utilisation dans des produits à base d'algues pour des acteurs du B2B. D'accord. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a pas mal de clients différents. On travaille déjà avec tous les restaurants de la chaîne Double Food ou encore de Salad & Co. Et on a surtout près de 1 million de pré-demandes d'algues qui sont faites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, on relève des fonds pour pouvoir justement aller au bout et financer une extension de notre site de production. Il y avait une première levée de fonds annoncée d'1 million d'euros en 2022, c'est ça? Donc là, vous êtes dans la deuxième levée. Oui. Voilà. Vous ambitionnez quoi et pour faire quoi? Alors, cette levée de fonds donc, de 2 millions d'euros, là, l'objectif, c'est vraiment de financer notre extension sur notre site de production pour pouvoir répondre à la demande grandissante en algues. L'objectif, c'est aussi de financer notre R&D, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on va aussi cultiver des espèces d'algues qui ne sont pas encore cultivées en France, alors qu'elles sont très demandées à l'échelle mondiale, comme par exemple les algues rouges. Et l'objectif, c'est évidemment de pouvoir répondre à cette demande croissante au niveau des algues. Donc, on a vu quelques photos, quelques images. Donc, c'est quoi? C'est une espèce de ferme alors on est vraiment en bord de mer, on est un peu à l'intérieur, un peu au large. En fait, il y a plusieurs possibilités, ça dépend vraiment des espèces. Vous pouvez soit cultiver des espèces vraiment en bassin à terre, donc ça c'est surtout pour les algues vertes qu'on ne peut pas cultiver en mer. Et pour les grandes laminaires qu'on voit du coup sur la vidéo, les algues brunes, là on va vraiment les cultiver du coup en mer. Et nous, ce qu'on a au niveau de notre expertise, c'est qu'on va cultiver à haut rendement plusieurs espèces d'algues, donc à la fois à terre et à la fois en mer. Alors moi, j'en ai jamais mangé, ou alors j'en ai mangé sans le savoir, ce qui est une possibilité. Quels avantages, puisque vous nous avez dit, attention, 9 milliards d'humains, on n'y arrivera pas, quels avantages en termes de bilan carbone, par exemple, de produire ces algues, de les intégrer à notre alimentation par rapport à notre alimentation traditionnelle? Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'en effet, introduire de l'algue dans son alimentation, c'est extrêmement simple puisque c'est un super aliment. Il y a une variété extraordinaire de nutriments dans les algues. Il y a à la fois des vitamines, des minéraux, des protéines. Donc, c'est une alternative
alternatives protéiques à potentiellement des aliments qui vont être très riches et qui vont produire énormément de CO2. Mais l'algue en tant que telle, c'est aussi ce qu'on appelle, nous, en interne chez Neptune Éléments, un super-héros, puisqu'elles vont capter le CO2 plus vite que les végétaux terrestres. Pour vous dire, au niveau de la capture de CO2, les macroalgues, elles vont avoir un pouvoir de capture qui va 3,5 fois plus vite que la forêt amazonienne. Donc le fait de les cultiver, déjà, il y a un bénéfice pour le climatique. Il y a un bénéfice. Et en plus de ça, ça va aussi avoir un effet sur la reconstitution des écosystèmes marins. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir vraiment un impact positif de la production jusqu'au produit fini. Je disais que vous étiez soutenu par le ministère de la Mer. Je trouverais aujourd'hui vous accompagne dans l'accomplissement de l'entreprise, on va dire ça comme ça. Oui, on a depuis toujours été très soutenu par tout l'écosystème, que ce soit le ministère de la Mer, Vincent Doumézel, conseiller océan à l'ONU, ou encore même nos investisseurs, nos premiers clients. On a été aussi au One Ocean Summit, où on était une entreprise qui représentait du coup la filière de l'algue. On a rencontré le président de la République. Le but, c'est d'aller vite, c'est d'aller loin, mais pour ça, il faut qu'on soit ensemble. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Neptune Éléments. Et d'ailleurs, j'en profite juste avant de partir, c'est que du coup, sur notre levée de fonds, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse, puisqu'on ouvre aussi au Business Angel. D'accord, le message est passé. Merci, je vous dis à demain et je remercie moi, Cyrielle Chazal à la programmation production, Angel Jean Girard, le réalisateur, Saïd Mamou au son. Salut.